Cette table ronde s'appelle Investissement responsable, l'entreprise entre normes publiques et RSE, responsabilité sociale ou sociétale, il y a peut-être un petit débat, je crois, là-dessus. Bref, RSE. Donc, l'entreprise entre normes publiques et RSE, je crois que le titre même de cette table ronde, le choix qu'on a fait, demande bien sûr certaines explications, et j'aimerais rapidement cadrer le débat en quelque sorte et dire pourquoi effectivement on a choisi de rentrer dans le sujet avec cette table ronde-là. Au point de départ, il y a cette idée donc qui est le fil conducteur du colloque, comme quoi les entreprises des filières agroalimentaires peuvent contribuer, je vais tenter de dire doivent, enfin, peuvent en tout cas contribuer au développement durable des pays du Sud de multiples façons, création d'emplois, recherche, technologie, financement, accès au marché, etc. Tout ça est bien connu. Mais pour contribuer au développement durable, encore faut-il que ces entreprises suivent des principes stricts de responsabilité sociétale et environnementale, autrement dit, s'engagent à côté ou en même temps, parallèlement, à l'amélioration donc de leur performance économique et également à l'amélioration des performances sociales et environnementales. L'application de ces principes, évidemment, mérite d'être rappelée. Il est particulièrement important pour des acteurs relativement nouveaux que sont, par exemple, des fonds d'investissement institutionnels. Particulièrement important également quand ces investissements ont lieu dans des pays où les États sont faibles, où la gouvernance pose problème, où les réglementations sont lacunaires et souvent appliquées de manière assez lacunaire également, assez peu stricte donc. Alors, préoccupations d'engagement de la RSE qui donc sont rappelées. Pourquoi? Parce qu'on sait que depuis certaines années, il y a eu quelques problèmes. Voilà, l'actualité en a parlé, l'a montré, pardon. Je fais allusion, par exemple, mais ce n'est pas la seule question, à l'expression accaparement des terres. Où manifestement, on a eu, je ne rentrerai pas dans le détail de ces questions, mais manifestement, le problème est posé. On sait qu'il y a eu des cas où certaines entreprises, investissant donc dans le foncier, dans certains pays du Sud, ont été amenés finalement, directement ou indirectement, à évincer les agriculteurs locaux, ou en tout cas, manifestement, le risque d'évincement est posé. Alors, compte tenu de ces besoins de développement durable, du recours aux entreprises, mais des problèmes que ça pose, on a vu quoi? On a vu depuis maintenant quelques années les États qui ont réagi à travers leurs organisations internationales, le FIDA, la FAO, la CNUSED, la Banque mondiale, le CSA, le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui ont réagi donc en instaurant des principes directeurs pour les investissements dans les filières agroalimentaires, des principes directeurs pour un investissement responsable, disons-le très généralement, couvrant les multiples aspects de ces investissements, foncier, sécurité alimentaire, environnement, égalité des genres, environnement, etc. Donc, depuis quelques années, je dirais que chaque organisation internationale ou presque est entrée en négociation pour, pendant plusieurs années, souvent, définir plus précisément un cadre, finalement, pour la RSE. Le dernier exercice en date, et là on est en pleine actualité, c'est la réalisation par la FAO et par l'OCDE d'un guide qui s'appelle le guide FAO-OCDE pour des filières agroalimentaires responsables. On est en pleine actualité puisque la négociation de ce guide a pris 2 ans, d'octobre 2013 à septembre 2015, donc le processus vient juste de s'achever et on est dans la période où ce guide est en train d'être approuvé. Je crois qu'il y a déjà un certain nombre de comités à la FAO, à l'OCDE qui ont approuvé ce guide. Le dernier comité, je crois, doit l'approuver le 16 décembre. Donc on est vraiment en pleine actualité. Et ce guide a été élaboré par négociation entre les États membres de l'OCDE, mais également non membres de l'OCDE, des ONG et des représentants du secteur privé. Le but de ce guide, c'est véritablement d'aider les entreprises à respecter des normes strictes de RSE. Ce guide n'apporte pas d'éléments nouveaux. Il se contente, en quelque sorte, de rassembler les principes directeurs qui ont déjà été énoncés dans les autres organisations internationales. Il les rassemble, il les clarifie
en vue d'une utilisation pratique par les entreprises donc des filières. Cependant, il y a un point à noter. Étant réalisé sous les auspices de l'OCDE, ce guide se rattache aux principes directeurs de l'OCDE en direction des entreprises multinationales qui, depuis longtemps, depuis les années 70, énoncent des normes en matière de droits de l'homme, d'emploi et de relations professionnelles. C'est important, ce rattachement aux principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales, parce que désormais, dès que le guide aura été établi, finalement, lorsqu'une ONG, par exemple, auront des soupçons de non-respect par telle ou telle entreprise des principes qui auront été clarifiés par ce guide sur les investissements responsables dans les filières agroalimentaires, eh bien, elles pourront, ces ONG, en quelque sorte, porter plainte auprès de ce qu'on appelle les points de contact nationaux, PCN, qui sont donc les points de contact de l'OCDE dans les différents pays qui reconnaissent les principes directeurs de l'OCDE. Le PCN, pour la France, est situé à la direction générale du Trésor, donc à Bercy. Ces PCN ont un rôle important, hein. Ils évaluent les plaintes déposées contre telle ou telle entreprise multinationale. Ils ne peuvent pas obliger les entreprises à modifier leurs pratiques, mais enfin, ils publient des avis sur la question. Et finalement, il y a un risque réputationnel, en quelque sorte, de l'entreprise qui est en jeu. C'est donc tout à fait important. C'est un mécanisme, en quelque sorte, également d'extraterritorialité qui est ainsi mis en œuvre par ces PCN. Extraterritorialité, utilisation donc des lois nationales au-delà des frontières, puisque finalement il s'agit de responsabiliser les sociétés mères pour les activités de leurs filiales et de leur chaîne de sous-traitance à l'étranger. Voilà. Pour compléter le tableau, et je finirai là-dessus, pour compléter le tableau, il faut dire que la RSE fait elle-même l'objet d'une codification en fait assez précise, essentiellement en se basant sur deux éléments, le pacte mondial de l'ONU qui date de 1999, Global Compact, et puis la norme ISO 26000 qui sert de cadre généralement à la définition des normes RSE. En outre, on sait que dans certains pays, et c'est le cas en France avec les lois Grenelle de 2009 et 2012, ces lois ont rendu obligatoire la production d'un rapport annuel sur les questions de RSE de toutes les grandes entreprises de plus de 500 salariés qui exercent leurs activités en France. Mais ce rapport doit porter sur l'activité des sociétés et de leurs filiales. Et il doit faire l'objet d'une vérification par une tierce partie accréditée. Voilà. Voilà le tableau, extrêmement rapide, évidemment. Mais au total, les entreprises qui investissent dans les filières agroalimentaires en Afrique opèrent donc dans un environnement où la RSE, la notion de RSE devient de plus en plus importante. Avec un foisonnement de normes dans lequel parfois, je dois dire, on peine un peu à se retrouver, à se repérer. Alors, ces normes sont-elles efficaces? S'appliquent-elles également aux sous-traitants et aux agriculteurs qui peuvent travailler sous contrat avec ces entreprises? Faut-il aller plus loin encore dans la législation, comme le prévoit par exemple en France, et je pense qu'un de nos intervenants va en parler, comme le prévoit par exemple en France un projet de loi dit loi sur le devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre, qui prévoit, je crois, certaines sanctions, des sanctions éventuellement importantes, potentiellement importantes pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces critères très stricts que la loi veut instaurer. Donc voilà. Nos invités, on va commencer tout de suite avec Étienne Giros. Étienne Giros qui est président délégué du CIAN, donc le Conseil français des investisseurs français en Afrique. Monsieur Giros, vous êtes également, je crois, ancien directeur Afrique de Bolloré. Président délégué du CIAN, le CIAN, une organisation patronale française créée en 1979, qui regroupe aujourd'hui, alors à la fois des grands groupes, des PME, industriels, services, plus de 150 entreprises, qui réalisent un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros, et vous dites, sur votre site, monsieur Giros, ces 60 milliards d'euros, c'est 80% de l'activité économique française en Afrique. Monsieur Giros, combien d'entreprises à peu près du CIAN travaillent dans l'agroalimentaire, pour situer les choses rapidement? Oui, vous l'avez dit, nous avons à peu près donc 160 membres, donc les chiffres vous les avez donnés, et il y a un bon 10% de nos membres qui travaillent dans l'agroalimentaire dans tous les domaines,
essentiellement de l'agroalimentaire de nature plutôt industrielle. Mais donc nous avons à peu près une quinzaine d'entreprises sur les 160 qui travaillent dans l'agroalimentaire en Afrique. D'accord. Pour introduire la première question, une citation qui est reprise directement de votre site, d'une de vos publications. Le CIAN encourage ses adhérents dans le cadre de leur responsabilité sociétale et au-delà de leurs intérêts économiques et commerciaux, à œuvrer pour une Afrique qui s'engage durablement dans la voie du développement. Les membres du CIAN adhèrent à la charte du CIAN sur le développement durable qui date de 2004 et plus précisément encore, le CIAN a publié en 2013, je crois, un guide pratique sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises en Afrique, guide qui a été réalisé d'ailleurs sous la direction notamment de Pierre Jacquemot, qui est le président du GRET, et qui sera l'animateur, le modérateur de la dernière table ronde aujourd'hui, donc, et cet après-midi. Donc, vous inscrivez dans vos statuts, en tout cas dans vos actions, cette notion d'adhésion au développement durable. Vous soulignez l'importance de la démarche RSE. Première question, Monsieur Giros. Pourquoi est-ce que les entreprises qui sont membres du CIAN s'engagent-elles dans la RSE? Quelles sont leurs principales motivations? D'abord, vous avez cité nos publications, à côté de notre rôle qui consiste à réunir et à faire travailler ensemble, à faire réseau les 160 membres du CIAN pour former ou constituer ce qu'on pourrait appeler l'équipe de France des entreprises en Afrique. Je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin c'est pour expliquer un petit peu notre démarche, et puis aussi notre rôle de plaidoyer, de porte-parole, ou même de défense des intérêts ou de promotion des intérêts des entreprises françaises en Afrique auprès des pouvoirs publics et de l'opinion. Nous avons un rôle de réflexion sur un certain nombre de thématiques transversales, et la RSE, et ça c'est ma présence ici cherche à le témoigner, la RSE est un sujet totalement d'actualité et qui est vraiment prégnant dans les entreprises françaises. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la RSE, elle est passée maintenant d'une démarche qui, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, était totalement empirique, comme M. Jourdain faisait de la RSE sans trop s'en rendre compte, à une démarche maintenant structurée et des politiques construites, et notamment qui se traduisent par des codes de conduite, des chartes, des organisations et des mises en place de structures à l'intérieur des entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'une entreprise va se lancer dans une démarche RSE, alors qu'au fond c'est de la structure, des efforts et évidemment des coûts, et qu'on pourrait dire qu'avant on n'en faisait pas et donc on aurait bien pu continuer comme avant. Il y a plusieurs raisons. D'abord, pour se mettre en conformité réglementaire. De plus en plus, il y a des appels d'offres ou l'obtention de financement auprès de bailleurs de fonds qui exigent d'avoir un certain nombre de critères de RSE. Et donc, qu'on le veuille ou non, il faut bien répondre à ces obligations réglementaires. Deuxième raison qui peut inciter les entreprises à se lancer dans le dossier de la RSE, c'est améliorer leur image de marque. Et notamment se protéger contre le risque réputationnel. Vous l'avez dit, Jean-Christophe, tout à l'heure, l'émergence des ONG, des organisations non gouvernementales, le poids des médias ou même des populations ou de l'opinion d'une manière générale fait que le risque réputationnel pour les entreprises est très grave. Est-il nécessaire de donner deux exemples récents? Une entreprise française de travaux publics qui s'est fait très récemment accuser d'employer des esclaves dans un pays du Moyen-Orient, par exemple. Et deuxième exemple, c'est une entreprise de confiserie très connue américaine qui se trouve avec un début de class action en ce moment, au motif, qui donc considère qu'il ne faut plus acheter tous leurs produits, au motif qu'ils emploieraient des enfants dans la production de cacao en Côte d'Ivoire. Donc vous imaginez, je n'entre pas sur le fond du débat, parce que les entreprises se défendent, mais vous imaginez les dégâts réputationnels que cela peut causer. J'ajoute, dans ce domaine d'image, que se lancer dans une politique de RSE a un avantage aussi très important, c'est que ça permet de renforcer l'adhésion des collaborateurs. Aujourd'hui, les collaborateurs qui rejoignent les entreprises, c'est plus le même état d'esprit qu'il y a 20 ans. Et l'image de l'entreprise qu'on va rejoindre est très importante, et donc s'il y a une adhésion autour de l'entreprise, ça va évidemment améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Et puis il y a un autre point que je voudrais souligner aussi, qui est la différenciation de la concurrence.
Quand vous avez une politique de RSE qui est reconnue et qui est mise en œuvre et présentée au public, vous avez évidemment un avantage par rapport à la concurrence. L'Afrique a subi ou a bénéficié, ça dépend du point de vue où on se place, de l'arrivée des acteurs chinois et de l'économie émergente, des pays émergents, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Je pense personnellement que ça a été, dans des caractéristiques très particulières, un bien pour l'Afrique. Et l'Afrique fait à peu près, a fait pendant les 10 dernières années, plus maintenant, mais a fait à peu près 6% de croissance. Et je pense qu'on peut à peu près en attribuer un tiers à l'activité des pays émergents qui ont relancé l'activité de ce continent. Donc, on peut dire ce qu'on veut de ce leur arrivée, mais en tout cas, ils sont là. Et néanmoins, avec leurs pratiques qui ne sont pas toujours les nôtres, le fait d'avoir une politique RSE peut nous différencier concurrentiellement par rapport à ces acteurs. Et puis enfin, je terminerai pour dire que le secteur privé, a aussi le droit d'avoir sa philosophie et sa vision de l'humanité, et que nous sommes évidemment là pour faire fonctionner nos entreprises et faire des bénéfices, mais nous avons aussi, et je le plaide très fortement, le droit d'avoir une vision et donc une responsabilité sociétale de notre activité en Afrique. Donc vous n'avez pas un cœur de pierre. C'est ça le... Pas uniquement. Pas uniquement. Alors, RSE, c'est quoi? Très concrètement, en prenant des exemples dans l'agroalimentaire en Afrique, donc quels sont les grands axes? Bon, d'abord, les grands axes de la RSE, c'est ceux que tout le monde connaît, je ne vais pas citer là-dessus. C'est essentiellement du sociétal, du social et de l'environnemental. Alors, le sociétal, c'est tout le traitement qu'on a avec les parties prenantes, les fournisseurs, les clients, tous les acteurs publics, le comportement qu'on peut avoir avec ces gens-là, je n'insiste pas là-dessus. Le social, c'est essentiellement les contrats de travail, la manière d'employer les gens et la lutte contre les discriminations. C'est probablement le point le plus important dans le social. Et enfin, l'environnemental, lutte contre les déchets, production de CO2 ou non-production de CO2, etc. Là, je n'insiste pas aussi. Alors maintenant, on est ici dans un colloque plutôt à dominante agricole. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ces 3 points essentiels que je viens de citer? D'abord, la particularité dans le domaine agricole que nos entreprises rencontrent, c'est d'abord une situation ou le traitement de la situation du foncier. Pour développer de l'agriculture en Afrique d'une manière industrielle, il faut évidemment des surfaces. Et vous savez que le problème du foncier est un problème assez grave et fondamental en Afrique, puisque d'abord, il y a en général pas de droit foncier, ou en tout cas un droit foncier qui est coutumier, dans certains cas. Les cadastres sont à faire ou pas à faire, enfin c'est un peu compliqué. Et donc quand on veut augmenter les surfaces agricoles, ça pose un problème sociétal. Et donc là, nous avons évidemment une option d'adopter des comportements socialement responsables dans ce cas-là, notamment pour intégrer les populations dont on va prendre les surfaces, dont on va utiliser les surfaces pour faire de l'industrie industrielle, de l'agriculture industrielle, et donc les associer à notre démarche industrielle. Et par exemple, développer des agricultures ou des productions céréalières à côté, et nous les aidons pour cela dans ce domaine-là. D'accord. Donc ça, pour situer les choses, parce que on va y revenir, je crois, tout à l'heure avec M. Gravellini. Ce que vous nous dites là, par exemple, il y a une entreprise qui a une plantation, en Afrique donc, et vous allez, alors à côté des actions RSE liées directement à la plantation, à côté de ça, vous allez également avoir des actions pour soutenir, développer une agriculture réalisée donc par des producteurs à l'extérieur, oui, en quelque sorte. Très concrètement, on a besoin de développer des surfaces pour planter des EVA, pour planter des bananes, de faire de l'ananas, etc. Donc on va prendre des surfaces qui étaient plus ou moins utilisées par les paysans locaux. Eh bien, on va leur proposer, on va les aider à installer d'autres surfaces à côté pour faire de la production vivrière ou céréalière. Et on va les financer, voilà. D'accord. Monsieur Giros, donc on va essayer de le faire ça d'une manière concertée. D'accord. Comme le temps tourne, j'aimerais, et je veux que les autres orateurs aient le temps bien sûr de s'exprimer, juste une chose, donner déjà quelques éléments, j'y ai fait allusion, mais je pense que c'est un sujet important. Compte tenu du titre de la table ronde, entre normes publiques et RSE, j'ai fait allusion à ce projet de loi français sur le devoir de vigilance, je crois que c'est le titre officiel de la loi. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors la question des sources, vous avez raison de dire qu'elles sont très diffuses. Moi j'en ai compté 19
Il y a 19 textes origines. 19 textes de normes. Mais je pense que je suis bien en deçà de la vérité. Probablement. Donc il n'y a pas une main visible qui dirige la RSE dans le monde. C'est assez compliqué. Bon, maintenant, vous évoquez un sujet qui est d'actualité en France, qui est le devoir de vigilance. Il y a une proposition de loi qui est portée par le Parti socialiste et le député Potier, qui veut instaurer en France un devoir de vigilance, qui consiste à demander aux grands groupes qui, dans l'état actuel du projet, seraient des groupes qui emploient plus de 5000 personnes, d'être responsables de leur chaîne de production en termes de RSE. Donc la chaîne de production, ça veut dire soi-même, ses filiales et ses sous-traitants. Et sans limite. Ça peut être sur N plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et donc la RSE étant un comportement sociétal, environnemental et social, vous voyez que ça va loin. Ça veut dire qu'un sous-traitant de N plus 3 ou plus 4, dans un pays à l'autre bout du monde, qui emploie des enfants, ou qui a un comportement environnemental néfaste, va pouvoir donner lieu à une attaque pénale contre le groupe en question. Voilà la loi. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, à la fois, non, mais d'abord, on réagit d'une manière positive, parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on est pour la RSE et dire dès qu'on essaie de normaliser les choses, on est contre. En revanche, on dit deux choses. On dit d'abord que nous serions, a priori en tout cas, si cette loi passe, le premier pays à la mettre en œuvre. Et donc il faut quand même, puisqu'on est dans un monde concurrentiel, faire attention à ne pas se mettre des boulets aux pieds. Puisque le résultat, c'est quand même, comme c'est du pénal, ça pourrait aller jusqu'à 10 millions d'euros d'amende et des condamnations pénales du dirigeant. C'est un petit peu compliqué, sans parler, et c'est surtout ça le risque réputationnel. Car si vous faites attaquer sous le foie de cela, c'est grave pour l'entreprise. Donc, ne pas mettre de boulet aux pieds, et deuxièmement, faire des définitions qui font que les opérateurs s'y retrouvent. Il faut d'abord détecter le risque, deuxièmement, il faut agir, et là on a un problème. Quand dans la chaîne de production en Afrique, on découvre qu'il y a un risque d'emploi d'enfants, de mauvais comportements, etc., de votre sous-traitant N plus 2, N plus 3, qu'est-ce que vous faites? Soit vous éjectez le sous-traitant pour éviter tout risque, mais là vous allez créer du chômage et vous allez désorganiser votre chaîne de production, et vous allez finalement ne pas utiliser le secteur informel que vous utilisez en Afrique, ou alors vous essayez progressivement de faire changer les choses, mais pendant que vous essayez de les faire changer, vous êtes néanmoins en risque en termes pénal. Donc il y a des sujets d'application et de contour de la loi qui sont importants, et nous sommes en discussion, Océane, avec ces autorités pour cela. Enfin, pour terminer, juste pour expliquer au présent, c'est que cette loi, en réalité, elle va demander l'écriture de codes de conduite, de normes, de plans d'action définis par les entreprises, et c'est là-dessus que, en réalité, les entreprises seront jugées. Que ça va se jouer, d'accord. Par les questions, peut-être, on reviendra sur ce point et sur d'autres que vous avez évoqués, Monsieur Giros. Jean-Marc Gravellini, vice-président Afrique depuis le 1er août 2015, c'est donc assez récent, de la compagnie fruitière. Je précise quand même, parce que dans le débat qu'on a maintenant, c'est important. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière à l'AFD, dans le groupe AFD. Et finalement, je serais tenté de dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes dans un poste d'entreprise, donc, et vous avez auparavant, pendant plusieurs années, été plutôt dans le secteur qui essayait d'inciter les entreprises à adopter précisément des normes RSE efficaces et d'une certaine ampleur. Très rapidement, pour situer la compagnie fruitière, créée en 1939, premier producteur de fruits de la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique, c'est comme ça en tout cas que la compagnie se définit, implantée en France et dans 7 autres pays, dont 5 pays africains, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, chiffre d'affaires consolidé 750 millions d'euros, 18 000 personnes employées dans le monde. La compagnie fruitière, là encore c'est important pour notre débat, possède ses propres plantations, bananes, ananas, etc. C'est le cœur de votre activité, mais également dans certains pays et pour certaines productions, vous travaillez donc en contrat avec des producteurs locaux. Le cas par exemple, je crois, de la mangue en Côte d'Ivoire, peut-être du cacao au Cameroun, je crois, vous nous direz ça. Et donc bien sûr c'est important parce que voilà, une des questions, bien sûr, est-ce que la RSE s'applique au même titre et de la même façon dans vos plantations et dans les contrats que vous pouvez être amené à passer avec des producteurs dits indépendants. Voilà. Donc, on va venir à ce point-là, mais d'abord, première question, rapidement,
en ce qui concerne peut-être les grands axes de la RSE, et puis ensuite, donc, pour revenir à ce que j'évoquais à l'instant, peut-être plus précisément sur les contrats avec les producteurs. Vos grands axes RSE. Oui, merci beaucoup. Merci pour effectivement cette introduction, cette présentation. Les grands axes de la RSE pour une société comme la compagnie fruitière, et depuis de nombreuses années, hein, finalement, puisque tout à l'heure vous disiez, je crois que on fait de la prose, hein, comme Monsieur Jourdain, mais c'est vrai que pour un groupe agro-industriel, c'est vrai pour la banane, mais c'est vrai pour d'autres spéculations, on intervient évidemment par définition en milieu rural, dans des zones qui sont généralement sous-équipées en termes d'infrastructures. Et pratiquement, on peut dire depuis de nombreuses années, et bien avant effectivement l'ampleur en quelque sorte donnée à cette politique sociétale, des groupes comme la compagnie fruitière ont toujours investi pour, évidemment en premier lieu pour leurs travailleurs, mais aussi pour les populations qui vivent dans ces zones-là, pour les collectivités rurales, sur des domaines classiquement comme l'éducation, comme la santé, l'équipement, la réalisation d'infrastructures de base comme l'électrification, l'accès à l'eau potable, le traitement des déchets, les pistes, etc. Alors, avec des réalisations qui sont quelquefois effectivement très importantes. Je prendrai quelques exemples, mais dans le domaine, par exemple, de la santé, un groupe comme la compagnie fruitière, dans ses zones d'intervention, je pense notamment au Cameroun et à la Côte d'Ivoire, réalise donc des infrastructures depuis des dispensaires jusqu'à des hôpitaux, et les réalise, et ça c'est une nouveauté, c'est une évolution en coordination étroite avec les autorités politiques du pays. Et donc ces infrastructures sanitaires sont totalement insérées, comme on dit, dans la carte sanitaire. C'est-à-dire que les hôpitaux notamment qu'on a financés en Côte d'Ivoire, que le groupe de la compagnie fruitière a financé en Côte d'Ivoire, avec le soutien d'ailleurs de bailleurs de fonds, l'Union européenne notamment, et la France également à travers des contrats de désendettement et de développement, ces infrastructures sont référencées en quelque sorte et font partie en quelque sorte du dispositif national d'accès aux soins. Avec, j'ai les statistiques éventuellement, j'ai amené aussi quelques rapports RSE qu'effectivement nous publions tous les ans pour ces pays, avec des statistiques impressionnantes, c'est-à-dire que véritablement dans ces zones, en termes d'accès aux soins, puisque j'ai pris cet exemple-là, on peut évidemment, en nombre d'accouchements, en nombre de soins, en employés également, médecins, infirmiers qui travaillent dans ces infrastructures, l'impact est tout à fait effectivement tout à fait important. Il y a des évolutions qui se sont faites. Là, je parlais des infrastructures, mais aujourd'hui, nous sommes aussi de plus en plus amenés à travailler sur des sujets comme la biodiversité, par exemple, à travers des programmes de reforestation, à travers des programmes de protection d'aires protégées. La dimension environnementale prend une importance très grande. La prise en compte du climat également. Une société comme la compagnie fruitière qui irrigue ses bananes, utilise de l'eau, consomme de l'énergie en quelque sorte pour irriguer, et bien évidemment de plus en plus nous travaillons sur l'efficacité énergétique, sur la promotion des énergies renouvelables pour là aussi avoir un impact sur le climat. C'est vrai également pour, vous le disiez tout à l'heure, la compagnie fruitière est un groupe intégré, donc elle transporte ses bananes sur ses propres navires, et la dimension évidemment donc climatique est évidemment très importante pour réduire en quelque sorte l'empreinte carbone tout au long de la chaîne. D'accord. Alors, j'aimerais donc en venir au point que j'évoquais précédemment, M. Gravellini. Quand on prend l'exemple de la mangue en Côte d'Ivoire, mais à vous bien sûr de nous dire exactement quel exemple serait les plus illustratifs. Voilà, vous travaillez avec des producteurs indépendants, des coopératives, je ne sais pas, à vous de nous dire ça également. Est-ce que là, dans ces contrats-là, on parle de RSE? Est-ce que vous avez des engagements particuliers? Je crois que, avant tout, quand on souhaite travailler avec des producteurs indépendants, quand on rentre dans le cadre de contract farming, une agriculture contractuelle en quelque sorte, je pense que c'est une démarche qui est éminemment responsable sur le plan sociétal. C'est un autre mode de production. C'est un mode de production évidemment plus compliqué, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Pour un groupe industriel qui maîtrise toute une chaîne de fabrication en quelque sorte d'un produit, de commercialisation,
quand il s'agit de travailler sur un produit qui nécessite d'être transporté dans des conditions parfaites, qui est un produit fragile finalement, travailler avec des petits producteurs de bananes, je pense, mais également de mangue, c'est un challenge et cela représente effectivement un surcoût indéniable. Et si on le fait, c'est au regard évidemment de l'enjeu sociétal très fort qui est effectivement de promouvoir en quelque sorte des petits agriculteurs, d'amener ces petits agriculteurs, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres parties du monde, vers, pour revenir à l'exposé qui nous a été fait tout à l'heure, les amener progressivement vers une agriculture plus performante, plus... elle reste familiale, elle reste à la dimension de petits exploitants, mais avec un niveau de qualité, un niveau de performance technique, économique, qui doit nécessairement s'approcher des normes industrielles si on veut se positionner. Très concrètement, ça veut dire que les agriculteurs avec lesquels vous travaillez, donc, petits agriculteurs, pour beaucoup, hein, vous leur fournissez une assistance technique, des intrants, d'autres choses encore, pour les aider justement à fournir en quantité et en qualité ce dont vous avez besoin? Oui, effectivement, clairement, il y a dans le cadre de cette relation contractuelle, il ne s'agit pas seulement de garantir l'achat d'un produit à un prix convenu. Pour arriver à ce niveau de performance, il faut évidemment s'investir dans le conseil, dans la fourniture d'intrants de qualité, dans la fourniture de semences également de qualité. On s'appuie sur nos unités de production donc de semences pour pouvoir effectivement faire bénéficier ces agriculteurs familiaux de la qualité de service qui va en effet les amener progressivement sur les niveaux de performance du groupe industriel. Donc il y a en effet tout un encadrement en quelque sorte qui va très loin. Je prendrai juste un exemple pour illustrer ça sur le cacao par exemple. Bon, c'est très expérimental, ça se passe au Cameroun. La compagnie fruitière a ses propres plantations de cacao, ça reste très confidentiel, enfin confidentiel dans le sens où c'est des volumes qui sont très modestes. Et de plus en plus, nous travaillons aussi avec des petits producteurs de cacao à qui nous allons acheter leur production pour transformer ces fèves de cacao sur place et faire un produit de qualité avec, j'ai amené quelques échantillons, donc un produit qu'on souhaite effectivement placer plutôt dans le haut de gamme. Bon, ça clairement, il faut, au jour d'aujourd'hui, si on veut arriver à un produit comme celui-là, qu'on va vendre peut-être à Fauchon, il faut, contrairement à la pratique générale au Cameroun, aujourd'hui au Cameroun, le cacao s'achète une fois que les fèves ont été fermentées et séchées. Et là, la perte de qualité est très importante puisque les conditions de séchage, les conditions de fermentation ne sont pas satisfaisantes chez le producteur. Dans un premier temps, nous allons proposer au producteur qui va travailler avec nous de lui acheter sa fève fraîche en quelque sorte, et nous allons en quelque sorte faire le travail, si je caricature un peu, mais faire le travail à sa place, avec un souci évidemment pédagogique, de formation, d'incitation à relever la norme pour pouvoir arriver à un produit de qualité. Et au bout du compte, avoir un produit qui va se vendre plus cher sur le marché, avec évidemment toute la dimension fair trade, puisque sur un autre exemple, au Ghana par exemple, 60% aujourd'hui de la production de bananes est fair trade, c'est-à-dire commerce équitable, avec des primes. Environ au Ghana, c'est 650 000 € tous les ans de primes versées par la grande distribution qui reviennent aux petits producteurs qui travaillent avec nous. D'accord, vous faisiez allusion vous-même au prix. Quand vous négociez dans ces exemples, toujours vous travaillez avec les petits producteurs, comment ça se passe? Il y a un prix qui est négocié. Sur quelle base? La première base, faut se leurrer, la première base c'est le marché quand même. Il faut le marché, je crois que ça a été dit à plusieurs reprises, le commerce guide quand même effectivement, et il s'agit d'acheter des produits au regard effectivement de la possibilité de valoriser ces produits sur le marché. Mais comme je l'indiquais, il est possible, à travers des partenariats justement avec notamment la norme Fair Trade, il est possible effectivement de la part des consommateurs, de la part des chaînes de distribution, d'obtenir des primes en quelque sorte qui reviennent soit aux travailleurs de la compagnie fruitière, puisqu'ils peuvent en bénéficier également, soit aux petits producteurs quand ils sont associés. Donc prix de marché plus prime en fonction des résultats, qualité, etc. Et puis un relèvement, et je crois que c'est très important de le souligner, un relèvement des performances, c'est-à-dire que aujourd'hui, une plantation de bananes en exploitation familiale, c'est peut-être 20 tonnes par hectare et par an.
Un niveau industriel, c'est 45 à 50 tonnes par hectare et par an. Donc c'est un doublement de la production, un doublement des rendements. Et si, grâce à ce partenariat, on arrive à amener les petits producteurs, notamment pour la banane du nord de la Côte d'Ivoire, à des niveaux de performance en doublant, qui vont permettre de doubler les rendements antérieurs, c'est évidemment des revenus supplémentaires également liés à l'accroissement de la volume. D'accord. Dernière question avant de revenir, notamment avec les questions du public. Monsieur Gravellini, j'ai fait allusion, j'en ai parlé dans mon introduction tout à l'heure, depuis maintenant plusieurs années, les États, à travers leurs organisations internationales, FAO, CSA, je faisais allusion au dernier exercice en date, FAO, CDE, donc publient, énoncent des normes sur le foncier, sur la notion d'investissement responsable. Enfin, bon, il y a comme ça eu 3 ou 4 exercices, si je puis dire, majeurs qui ont eu lieu. Bon, on a un petit peu l'impression, mais c'est exactement là-dessus que je voudrais vous interroger. On a un petit peu l'impression que, voilà, il y a les États, les organisations internationales qui négocient, certains diraient qui discutent beaucoup, et puis les entreprises dans leur coin, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, qui vont leur chemin sur leur standard RSE, même si on a rappelé que la RSE, Étienne Giraud s'est bien revenu là-dessus, c'est codifié. Il est fini le temps où l'entreprise définissait un petit peu son propre programme à sa mesure. Bon, c'est codifié aussi, mais on a un petit peu l'impression donc de certains divorces, en tout cas éloignements entre voilà ce que les États négocient de leur côté, et puis les entreprises, qu'est-ce qu'elles en font de tout ça au fond? Est-ce qu'elles s'en préoccupent? Je faisais allusion donc au guide FAO, au CDE. Vous avez suivi ça ou c'est quelque chose qui vous importe? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je vais pas faire une réponse convenue, mais enfin, je serais mal placé pour dire que effectivement, ce qui est dicté par les États ou par les partenaires au développement, et notamment les bailleurs de fonds, les entreprises l'ignorent, ou c'est quelque chose qui est pénalisant. Je me tourne vers ma collègue, mon ancienne collègue, qui serait pénalisant pour l'entreprise. Je crois que encore une fois, c'est pas une réponse convenue. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui, sincèrement, même si quelquefois, quand on regarde le cahier des charges pour être véritablement aux normes d'une politique sociétale sur le plan environnemental et social, vis-à-vis au regard par exemple de ce que certains bailleurs de fonds internationaux ou certains États voudraient, ça paraît effectivement quelquefois un peu déconnecté à première vue de la réalité de l'entreprise. Mais il faut aussi quand même fondamentalement reconnaître que le mouvement qui nous amène effectivement à ce niveau de performance est un mouvement qui est très exigeant, et je pense que le fait qu'on ait des normes qui soient effectivement ambitieuses, de mon point de vue, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Et puis, je vais vous dire franchement aussi, c'est-à-dire qu'il y a énormément de normes qui existent aujourd'hui. C'est quelquefois effectivement difficile de pouvoir s'y référer dans de bonnes conditions, en toute connaissance de cause. Mais aujourd'hui, la compagnie fruitière, je crois, bénéficie de 7 ou 8 labels, Fairtrade, bio, sociétal, et quelquefois c'est compliqué pour pouvoir effectivement être labellisé, en quelque sorte, être certifié. Mais franchement, si on regarde les choses objectivement, et pour parler simplement, pour les entreprises, finalement, au bout du compte, c'est un confort. Parce que quand on a effectivement, quand on est passé en quelque sorte à travers ce crible de ces agences de notation sur le plan environnemental ou social, ou quand on passe à travers le crible d'un bailleur de fonds, si on veut travailler avec un bailleur de fonds pour bénéficier d'un financement, si on peut dire à l'issue de cet examen de passage qu'on est aux normes, je pense que vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis des ONG, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de la grande distribution, c'est une forme de confort. D'accord. Merci. Charlotte Hebebrand, directrice générale de l'IFA, International Fertilizer Industry Association, association internationale de l'industrie des engrais, directrice générale depuis janvier 2013, c'est bien ça. L'IFA qui est basée à Paris, qui regroupe 542 membres, producteurs d'engrais, donc c'est ça, chaque membre est un producteur d'engrais? Non, pas tous, l'essentiel? D'accord. D'accord. Originaire de 81 pays, ces 542 membres, dont la moitié de pays en développement, et toujours d'après votre rapport annuel, je crois,
53 membres en Afrique, pour ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. L'IFA est chargé de beaucoup de choses, si je puis dire. De manière générale, de promouvoir l'utilisation des engrais minéraux, à travers des initiatives de recherche, de sensibilisation. Plus précisément, vous avez des activités de suivi de perspectives de marché. Je sais que chaque année, ou presque chaque année, tous les 2 ans, je ne sais pas, vous faites un outlook, il y a une perspective sur quelques années qui est tout à fait intéressante, tout à fait utile. Des mises en réseau pour vos membres, suivi des politiques qui affectent les engrais, l'industrie des engrais, promotion des bonnes pratiques de fertilisation, on va y revenir, benchmarking des performances industrielles également, je crois que je pourrais peut-être en dire 2 mots. Alors, commençons. Ça va, je ne me suis pas trompé dans le... Quand on parle engrais aujourd'hui dans un contexte de développement durable, c'est parfois un peu dur. Si je suis le courant, je ne sais pas s'il faut dire majoritaire, mais en tout cas fort, aujourd'hui on a un petit peu l'impression que engrais minéraux et développement durable, ça ne va pas. Ça ne fait vraiment pas bon ménage. Bon. L'IFA répond à ces critiques. Vous allez nous dire comment. Plus précisément, je mentionnerai que vous avez rédigé parce qu'on vous a demandé, si vous étiez d'accord bien sûr pour le faire, de rédiger pour la Fondation Farm un point de vue sur cette notion de fertilisation ou nutrition des plantes, prenons les mots exacts, nutrition des plantes responsable. Et je crois que beaucoup de vos actions tournent autour de ce concept. Beaucoup des réponses aussi à vos critiques tournent autour de ce concept. Donc vous avez, je crois, dans vos pochettes une copie de ce point de vue, puisque Farm, dans les points de vue, est toujours soucieux de donner la parole, écouter différents acteurs. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est toujours d'accord avec les points de vue qui sont exprimés, mais on pense que ces points de vue font partie du débat et qui méritent d'être écoutés, entendus. Donc des critiques, et puis cette notion de nutrition des plantes responsables, comment vous répondez à ces critiques? Et puis c'est quoi la nutrition des plantes responsables? Bon, alors moi je suis toujours prête de répondre aux critiques, mais je dois dire que souvent la critique c'est vraiment un peu, c'est pas juste, parce que ici en France, mais pas seulement en France, quand je dis où je travaille, les premiers mots que disent les gens, vous travaillez pour Monsanto. Et alors j'ai l'impression que c'est pas vrai. Monsanto n'a rien à faire avec des engrais. Mais c'est un peu la mentalité des gens qui, toutes les choses qu'ils pensent qui ne sont pas naturelles sont mal pour le développement durable. Alors ça, je veux commencer avec ça parce que je pense que les gens qui critiquent beaucoup, ils ne savent pas vraiment beaucoup de l'importance de nutrition des plantes. Et maintenant, je vais parler en anglais, ça va être plus facile pour nous tous. So I think it's important to make that point. And I would add to that we are not very often criticized by our main customers, the farmers. You will occasionally hear complaints from farmers about perhaps prices of fertilizers. But besides that, farmers understand that fertilizers are tremendously important for their productivity. So there is, however, some justified criticism, so I don't at all want to deny that. And I think the major criticism revolves around the fact that the nutrient use efficiency of mineral fertilizers is not as high as perhaps it should be. And there, I think we do have to keep in mind that plant nutrition revolves around biological systems, so there's no way we can ever achieve a perfect nutrient use efficiency. But nonetheless, there is certainly much work to be done to improve nutrient use efficiency. And that can be done really in a number of ways. Jean-Christophe pointed already to the need to have proper fertilizer application practices. So indeed, this is a domain where IFA is very, very active. I think perhaps since the invention of Haber-Bosch some 100 years ago, we haven't, mineral fertilizers became a very convenient way to provide plant nutrition. So perhaps along the way we have forgotten some basics.
which are that you really need, in order to ensure the health of your soils, you need integrated nutrient management. You also need to apply organic fertilizers to your soil, not only because those also can provide some nutrients, but also because they're very, very crucial for soil health. We have also forgotten the concept of balanced nutrition. It was already more than 100 years ago that a soil scientist talked about the law of the minimum, which says that a plant, the growth of a plant will be jeopardized by the one element, and remember that there are 16 key elements that a plant needs to grow. So if one of them is not there in a sufficient amount, then all the rest will not be able to do their job as effectively as they would otherwise. And somehow I think we also have forgotten some of those very, very basic principles. So today the focus very much is on making sure that all of the nutrients are available that a plant needs, on ensuring that you know before you fertilize what your particular crop requires, what your soil already has in terms of nutrients in the soil, what you already have on farm, and then what do you need to supplement those nutrients with in terms of mineral fertilizers. So that is a very important effort. The industry has come up with a nice catchy term called the 4 R's, and that stands for the 4 rights. And it's kind of a nice way to try to keep in mind all the things that a farmer needs to think about when they undertake plant nutrition. So the first R is the right source. Again, you need to test your soils, you need to make sure that you know what that particular crop needs in terms of nutrients, and then you choose the right source of nutrients. Again, keeping in mind that there's not just nitrogen, not just potash, not just phosphate, but also a range of secondary and micronutrients that may also be very much needed by your soils, by your plants. The second R is the right rate. You need to be sure that you're applying the right amount of fertilizers so that you're increasing the uptake by plants of those nutrients, and by definition then minimizing losses to the environment. The third R is the right time. It matters a great deal when you apply fertilizers. Different times of the year, before or after rain, all of those timing decisions will have a huge impact on how efficient your fertilization will be. And then lastly, the last R is the right place. So very important for farmers to be thinking about the right place. Do you have a deep insertion of your fertilizers? Do you apply it at the soil level? Again, those foliar application, all of those may vary depending on the particular crop that you're growing. So big emphasis on best management practices, but I would also add to that there are also new products that the industry has been producing already for some time. These are called specialty fertilizers. It's still arguably a small part of the overall fertilizer market, but these are products, for example, that release the nutrients in a slower fashion. And again, always the emphasis is on trying to get as much of the nutrients taken up by the plants and as little lost to the environment. D'accord. Donc vous définissez effectivement des principes de bonne gestion, fertilisation. Tout à l'heure, je crois que vous disiez, vous l'avez dit clairement, ça inclut aussi le fait d'avoir fertilisation équilibrée en termes de matière organique et de fertilisation minérale. Petite parenthèse, donc, on a beaucoup parlé de matière organique ces derniers temps, si je puis dire, en liaison avec le climat. Il y a l'initiative française qui a donc été présentée officiellement à la COP 21, 4 pour 1000, avec l'objectif justement d'améliorer, d'augmenter la richesse du sol en matière organique pour à la fois avoir un sol plus fertile, répondre aux préoccupations de sécurité alimentaire, et puis stocker du carbone dans le sol pour répondre aux préoccupations du changement climatique. 4 pour 1000 et votre activité, est-ce que vous proposez, c'est compatible ou pas? I think it's very compatible, and we know, of course, that this year, 2015, was the International Year of Soils, so IFA was a big supporter of that. We also very much like the French initiative. We recently had a meeting here in Paris where we looked at the topic of climate change and fertilizers, and we invited the French administration to explain the 4 par 1000.
I believe that the French Fertilizer Industry Association has already officially supported this initiative. In general, the idea of building up soil carbon makes very good sense. It's also certainly in the long-term interest of the industry, because we see that soils around the world are not as healthy as they should be. So yes, we very much support this practice. I might add, sometimes there's a little confusion about the role of fertilizers in soil organic matter. We believe it can actually help build up soil organic matter, because don't forget that fertilizers will increase the biomass of plants, and then and that's a big if those residues are recycled back into soils, it actually can have a very positive impact on soil organic matter. Un point important que vous soulignez dans votre point de vue, Charlotte, le niveau de consommation d'engrais. Je sais que vous avez d'ailleurs à l'IFA une base statistique qui est très bien faite. Vous pouvez situer quelques chiffres? On parle de l'Afrique aujourd'hui. So when you look at Africa, of course, as our speaker today pointed out, it's a vast continent, so it's a bit difficult to talk about Africa as a whole. But we believe that on average, and again, it's important to emphasize that this is on average, that approximately anywhere between 10 to 15 kilograms per hectare of fertilizers are being used in Africa. That compares with a global average of more than 100 kilograms per hectare. So we can say that generally the fertilizer use is still very, very low in Africa. Now, back in 2006, which to me is actually quite fascinating, because this preceded, if you will, the food price spike, and then all the subsequent attention that the international community paid to the need to reinvest in agriculture and promote productivity. There was a heads of state meeting in Africa, in Abuja, and this was the so-called Fertilizer Summit. And back then, a lot of good declarations were made. One of them was that we should be trying to increase the use of fertilizer to 15 kilograms per hectare. Back then, it was thought to be around 8 kilograms per hectare. So unfortunately, we haven't gotten there yet, but it is still a very, very important goal. I would add that all of the environmental problems related to fertilizers, I think we are a long way from having to worry about this in Africa. I would say the first priority should be simply to increase the level of fertilization. However, once you do that, then it will become very important to ensure, again, best management practices to make sure that the additional use of fertilizer is being done as efficiently as possible. But again, I hear critics say, oh, Africa shouldn't start more fertilization because it'll be bad for the environment. That is really not true, because right now you have a very high nutrient use efficiency, which from an environmental perspective sounds great, but the reality is it's so high because so little fertilizers are being applied on the continent. Charlotte, même question que celle posée à Jean-Marc Gravellini sur cette profusion de réflexion des États, de normes, de principes directeurs. Comment est-ce que vous utilisez ça? Est-ce que vous basez en quelque sorte sur tout ce corpus qui est en place, qui se poursuit d'ailleurs, FAO, CDE et d'autres? Comment vous insérez, comment vous inscrivez vos actions dans ce corpus? So I'll give you a very honest answer. As IFA, as an association, we very much engage in many, many different international policy discussions. And I have made a particular effort to follow the Sustainable Development Goals, because I think it sets forth a very good agenda also for the private sector to pursue sustainable development. However, and here's where I'm being very honest, it's not so easy to bring along my members. So I have tried, for example, to bring CEOs to the UN General Assembly where some of the SDGs might be discussed. And unfortunately, it's really a disconnect between two cultures, because in the UN circles, at least from the perspective of the private sector, there's a lot of talk, and sometimes the speed at which things are being discussed is just very, very different. So it's a challenge.
Another example, IFA was actually a founding member, along with back then IFAP. I see IFAP is here in the room, of the International Agri-Food Network. This was a mechanism intended to unite or bring together the private sector and provide some input into the Committee on Food Security. And with a recent change in the Committee on Food Security, this has actually become a quite important organization. The Committee on Food Security, as you know, prides itself on involving all the stakeholders, including the private sector. And again, as an association, we do try to be there as much as we can to try to influence the various guidelines that are going through the Committee on Food Security. But it is not always easy to explain their importance to the actual members of our association. D'accord, donc ça c'est peut-être un message à destination des pouvoirs publics au sens le plus large, y compris donc les organisations internationales. Il ne s'agit pas uniquement de mettre au point, d'élaborer des normes, il faut les diffuser, les expliquer, dans le sens le plus large du terme, pour que les premiers concernés, les entreprises, sachent exactement de quoi on parle. On va, oui? I want to add one other point on this, on the SDGs, because it's a very topical point. So the Sustainable Development Goals were defined, the targets were defined. In September, there was a big summit announcing all of this. And again, the private sector really did play a role. I think they understood the importance of this debate. They understood that this sets a roadmap for the next 15 years on how we as a global community can achieve sustainable development. But then, ironically, the indicators which will be used to measure progress towards the Sustainable Development Goals are actually being arrived at after all of these negotiations. And it's being done by statisticians in the different countries, with very little input from anybody, not just from the private sector, but from any other stakeholders. So in my view, that's very unfortunate, because yes, indicators are very technical, and there might be a temptation to say, leave this to the statisticians. But you mentioned, for example, IFA's statistics work. We will be called to help measure some of the progress made towards Sustainable Development Goals, and yet we're not at the table when the shape of those indicators is being discussed. So I think in general, there was a great, I think the private sector rallied a lot to be there for the SDGs, but I'm worried about this rather opaque process of setting up indicators, and I'm afraid that that might backfire a bit. Bon. Donc là encore, il y a des progrès à faire dans la relation entre États, organisations internationales et l'industrie au sens large pour peut-être être plus efficace. Odile Conchou. Odile Conchou, vous êtes responsable de la division ESG. ESG, c'est environnement, social, gouvernance et impact. Il n'y a pas le I, mais il y a impact quand même. Bon. De Proparco, donc depuis 2010, mais je crois que vous étiez en fait dans le groupe AFD plus généralement depuis 2006. C'est bien ça? Je mentionnerai simplement que vous êtes docteur en écologie. Donc les questions environnementales, ça vous connaît. Et on va parler effectivement notamment des normes environnementales, puisque dans RSE, il y a environnement. Un mot pour situer vraiment, précisément, rapidement, mais précisément ce qu'est Proparco. Et voilà, votre rapport annuel le définit ainsi: une institution financière de développement. Financière de développement. Et les deux mots, Proparco est la filiale de l'AFD dédiée au financement donc, du secteur privé. Son rôle est d'encourager l'émergence d'acteurs économiques et financiers responsables et innovants. C'est la citation tirée de votre rapport. Je reviens juste sur ces deux termes. Institution financière, c'est-à-dire que Proparco fait des prêts, octroie des prêts, que ce soit à des entreprises, mais vous ouvrez également des lignes de crédit à des institutions financières dans les pays émergents, les pays du Sud d'une manière générale, dont le système financier est parfois un peu déficient, en tout cas a du mal à répondre aux besoins. Financer également des projets de grande envergure, et puis des entreprises également assez grandes, puisque je crois que le niveau minimum de vos prêts est assez élevé quand il s'agit d'une entreprise. Bon.
Et puis, institution de développement, puisque vous vous attachez à promouvoir, pour chacun des projets que vous financez, dans toutes vos actions, des principes donc d'un financement responsable, maîtrise des risques environnementaux et sociaux, et puis accompagnement, de manière générale, vers une meilleure performance sociale et environnementale, qui peuvent inclure, le cas échéant, des démarches de certification. Alors, première question, premier élément, voilà, peut-être pour mieux comprendre un petit peu ce que vous faites, vous assortissez donc vos prêts et participations dans un certain nombre de conditions sociales et environnementales. Est-ce que vous pourriez décrire rapidement ce processus, encore une fois pour qu'on comprenne un petit peu mieux comment est-ce que vous essayez de tirer les entreprises vers le haut, si je puis dire, en matière sociale et environnementale? Oui, merci. Alors, vous l'avez bien dit, hein, nous sommes une institution financière de développement, effectivement. Donc, institution financière, ça veut dire que nous octroyons des prêts ou nous prenons des participations aussi dans un certain nombre de sociétés diverses et variées, comme vous l'avez dit, banques, fonds, mais aussi, bien sûr, entreprises et infrastructures. Et de développement, ça veut dire que nous ne faisons pas que octroyer des financements, nous accompagnons ces financements alors d'un certain nombre de conditionnalités, certes, mais aussi d'un certain nombre d'accompagnements. L'idée étant de travailler avec nos clients ou nos contreparties, d'une part pour, si je puis dire, vérifier, mais surtout les accompagner pour que les risques environnementaux et sociaux notamment, hein, et de gouvernance également de ces sociétés soient le plus réduits possible dans le temps, et que ces entreprises gagnent en responsabilité, gagnent en valeur ajoutée, gagnent sur les marchés et autres. Donc c'est vraiment toute notre démarche. Alors comment faisons-nous, c'est votre question. La première chose, c'est lorsque nous allons octroyer un prêt, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle un processus de due diligence, donc un processus de diligence raisonnée en bon français, comme le font tous les bailleurs de fonds, hein. On fait à peu près comme tous les bailleurs de fonds, et les entreprises qui viennent chercher un prêt chez nous le savent, hein, qu'on va rentrer dans ce genre de démarche-là. L'idée, c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise, comment elle gère ces aspects environnementaux et sociaux, concrètement comment elle gère ses employés, comment elle gère ses relations avec les communautés qui vivent alentour, on parle beaucoup de l'Afrique là, hein, aujourd'hui, comment elle va gérer ses éventuelles pollutions, on a parlé de déchets, on a parlé d'eau usée, on parle d'émissions atmosphériques, que ce soit CO2 ou tout type de gaz ou autre, comment elle va gérer la biodiversité, si tant est qu'on ait des plantations qui s'étendent au détriment de quoi? Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'il y avait des gens? Est-ce qu'il y avait des forêts? Est-ce qu'il y avait des cultures vivrières aussi? Donc, tout ce genre de choses-là que l'on va regarder. Donc, concrètement, quels sont les risques? Et surtout, que fait d'ores et déjà l'entreprise pour y remédier? Parce qu'on l'a vu et on le sait, évidemment, les entreprises ne commencent pas à travailler sur ces sujets-là quand on arrive, mais ils travaillent depuis, évidemment, très très longtemps. Donc l'idée, c'est de voir, face à ces risques potentiels, ce que fait l'entreprise en face et comment elle gère tout ça. Donc pour ce faire, on va diligenter ce qu'on appelle un audit, hein, donc on va envoyer des consultants, on va leur demander concrètement ce que l'on veut qu'ils regardent, et on va les envoyer voir, on va y aller nous aussi. J'ai un ensemble de spécialistes qui travaillent avec moi, qui vont aller rencontrer notre client, notre futur client, aller sur site, aller voir ce qui se passe, aller interroger un petit peu toute l'entreprise, mais aussi bien sûr les employés, mais aussi si on parle dans l'agro-industrie, hein, la chaîne de valeur, donc les petits paysans qui éventuellement travaillent pour fournir des denrées, Jean-Marc le disait tout à l'heure, à l'entreprise que l'on va financer. Donc l'idée, c'est d'aller voir un petit peu tout le monde, d'aller dans l'entreprise, dans les plantations, etc., et voir ce qui se passe. Donc les risques avérés et surtout ce que fait l'entreprise pour y remédier. À partir de ça, nous, donc, bailleurs, on va se dire à quelles conditions accepte-t-on de financer? Est-ce qu'il y a des choses qui nous semblent importantes de travailler avec l'entreprise pour que ce risque soit diminué? Parce qu'il s'avère que certains employés, par exemple, pourraient avoir des accidents de travail. On est rentré dans certaines entreprises où il y avait des quantités d'accidents de travail extrêmement importants, et on a travaillé avec l'entreprise pour que ce nombre d'accidents du travail diminue en leur demandant de mieux cerner les zones où il y avait des accidents, en leur demandant de prendre des mesures pour y remédier. Et c'est vrai que le nombre d'accidents par la suite a fortement diminué. On était à 44 000
jours hommes non travaillés par an, vous voyez, ça fait une quantité extrêmement importante, hein, ce qui en termes de productivité d'ailleurs n'était pas optimal. Donc bon, des choses comme ça qui sont regardées, sur lesquelles, dans ce cas-là concret, il est clair qu'on a dit en entreprise, là, il y a quelque chose à faire. On peut voir comment travailler ensemble là-dessus, comment vous indiquer des personnes qui sont spécialistes de tout ça, des consultants ou autres, qui vont pouvoir vous aider à remédier à ce sujet. Donc on va regarder ce qui nous semble important à regarder, à améliorer, et on va conditionner notre prêt à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions dans le temps, des actions qui se veulent raisonnables, et j'insiste là-dessus. Notre objectif, c'est pas de dire en 6 mois tout est résolu, parce qu'on sait très bien que s'il y a un certain nombre de choses à résoudre, ça se fait pas tout de suite. Ça coûte, c'est du temps, il faut des ressources humaines aussi pour mettre tout ça en œuvre. Donc ce qu'on va faire, c'est déterminer avec l'entreprise de toute façon, parce qu'on va beaucoup discuter ensemble, quelles sont les actions principales à faire pour effectivement résoudre ces risques, être plus responsable aussi. Des fois ça manque, l'entreprise manque de personnel spécialisé, ou bien il y a des personnes au niveau de la holding, mais il n'y a pas de personnes sur les sites industriels, dans les plantations. Donc on va demander à ce que petit à petit, il y ait tout un réseau de spécialistes qui se mettent en place, ou de personnes internes qui vont se former aussi, pour être en capacité de mettre en œuvre les actions nécessaires. Des fois, on va dédier une partie de notre financement à ces actions environnementales ou sociales. Dans certaines entreprises, par exemple, on a financé la construction de stations d'épuration. Ça faisait partie intégrante de notre prêt. On a financé la rénovation de logements, des logements des ouvriers qui étaient anciens, on va dire, et qui ne correspondaient quand même pas tout à fait à ce que l'on peut imaginer de correct pour des employés. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on va faire. On va mettre tout ça dans ce qu'on appelle un plan d'action qui va être annexé à notre convention de crédit. Donc ça devient un certain nombre d'engagements que l'entreprise prend. Et quand elle signe, c'est qu'elle les prend, qu'elle s'engage à les prendre. On en discute beaucoup avant. Et nous allons, une fois qu'on est tous d'accord, qu'on a signé, nous allons rentrer dans une phase de suivi et d'accompagnement, de conseil pour mettre en œuvre toutes ces actions, parfois même en proposant de l'assistance technique pour aider l'entreprise à mettre en œuvre ces actions ou aller plus loin. Est-ce que vos conditionnalités, est-ce que vos actions d'une manière générale s'étendent également, et je reviens à la question qui était posée à M. Gravellini tout à l'heure, s'étendent également aux pratiques des entreprises lorsqu'elles passent des contrats avec des agriculteurs indépendants. Donc, pour reprendre l'exemple de la plantation, au-delà donc du périmètre même de la plantation, et quand il s'agit de compléter l'offre en contractant donc avec des producteurs indépendants. Est-ce que votre audit, est-ce que les plans que vous proposez avec l'entreprise, est-ce que vous essayez de remonter en quelque sorte dans la chaîne de valeur également jusqu'à ce créneau-là, si je puis dire? Alors oui. Après, bon, c'est comme disait M. Giraud, la chaîne de valeur est plus ou moins importante, donc effectivement, on va tâcher d'y remonter le plus loin possible, au moins dans les rangs 1 et 2, voire plus, pour voir premièrement ce que fait toujours pareil, ce que fait l'entreprise par rapport à ces entreprises sous-traitantes, les coopératives éventuelles, les PME ou voire les petits planteurs. Qu'est-ce qu'elle leur demande? Est-ce qu'elle vérifie, comme vous le disiez, qu'il n'y a pas d'enfants dans la chaîne de valeur, que les pesticides, vous en parliez, mais là aussi c'est un sujet, notamment chez les petits planteurs, sont utilisés de façon durable, si je puis dire, pour faire court, etc. Donc c'est des choses qu'on va regarder. Et puis aussi, et c'est l'autre volet, quels sont les revenus en bout de chaîne? Et ça c'est quelque chose d'important aussi, parce que surtout quand il y a pas mal d'intermédiaires comme ça, et c'est la partie impact dont vous parliez tout à l'heure, mais peu importe qui le fait, on parle d'une entreprise que l'on finance certes, mais cette entreprise a besoin pour fonctionner notamment de la production de tout un ensemble de producteurs, enfin avec tous les intermédiaires. Au final, qu'est-ce que gagnent les petits planteurs en bout de chaîne? Quels sont leurs revenus? Et est-ce que c'est un revenu que l'on peut qualifier, alors c'est un anglicisme, de décent? Est-ce qu'au final, en bout de chaîne, les gens ont de quoi vivre tout simplement? Vous parliez tout à l'heure de sécurité alimentaire. Il faut manger, mais il faut aussi de l'argent pour vivre. Et ça, c'est des choses que l'on regarde également et qui nous préoccupent. Sur la grande question du foncier, on y a fait allusion, M. Giraud y a fait allusion également, puis on sait bien que c'est un des principaux dossiers, si je puis dire, qui est souvent mis en avant, souvent pour critiquer d'ailleurs les intervenants, les entreprises, Proparco aussi, ou l'AFD en général. Alors sur le foncier, là, en termes de conditionnalité, ou de faire attention aux pratiques des entreprises, qu'est-ce que vous faites exactement? Dès lors qu'il y a acquisition de terres, enfin si on finance un projet où il y a acquisition de terres, voire même un projet où les terres ont déjà été acquises,
Parce que quand vous dites on nous questionne aussi là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé il y a des années? C'est pas évident parce qu'il y a des années on n'y était pas forcément d'ailleurs. Et les problématiques d'acquisition ancienne de terres sont extrêmement difficiles à gérer. Mais c'est vrai qu'on regarde, je ne sais plus qui l'a mentionné tout à l'heure, le droit foncier, enfin, est plus ou moins établi. Oui, c'était vous. Le droit foncier est plus ou moins établi et on est souvent face à du droit coutumier. Donc, il n'est pas légal, si je puis dire. Et c'est le moins évident à regarder. Vous avez parlé à plusieurs reprises des guidelines de la FAO. C'est un des sujets qu'ils mettent en avant. Nous, ce qu'on a fait quand ces guidelines sont arrivés, pour anticiper, j'imagine, une question suivante, c'est que les gens nous a demandé de les appliquer, bien évidemment, et ensuite on a regardé par rapport à tout ce qu'on demande déjà, qu'est-ce qu'il fallait rajouter ou pas. Dans nos diligences, parce que vous en parlez beaucoup, la multiplication des normes, c'est peut-être bien, mais au bout d'un moment, tout le monde est perdu, quoi. Donc il faut être un peu raisonnable aussi. Donc on a regardé ce qu'on faisait déjà, ce qu'on demandait déjà, qui était déjà pas mal lourd, et ce qu'il fallait rajouter. Et c'est vrai que sur le foncier, un des sujets, c'est quand même celui-là, notamment cette histoire alors je parlais du passif foncier, mais cette histoire de droits non légaux ou non, voilà, les droits coutumiers et autres. Pour vous donner un exemple et être concrète, sur un projet de plantation au Ghana, qu'on a financé il y a 2 ans maintenant, c'est vrai qu'il y avait il y avait un projet d'acquisition de terre un peu conséquent. On a travaillé avec nos collègues de l'AFD là-dessus. Et on a, au-delà des due diligence classiques, on a demandé à ce qu'il y ait une évaluation du foncier qui soit faite pour savoir comment les terres étaient acquises, quels sont les contrats qui avaient été passés ou pas, avec qui, quels étaient les prix d'achat aussi de ces terres, et au final, est-ce que les gens à qui elles avaient été achetées n'étaient pas lésés, et est-ce qu'il restait aussi des zones pour faire des cultures vivrières. Et ce qui s'est avéré, et là c'était un très bon exemple, il s'est avéré que l'entreprise avait déjà anticipé ça, dans la mesure où elle travaillait avec l'association des chefs de village de la zone. Il y avait quand même pas mal de chefs de village, donc ils avaient trouvé une association déjà constituée, un bon intermédiaire, et ils avaient finalement négocié avec eux. Alors c'est les chefs de village qui négociaient, et qui après renégociaient avec les gens de leur village. Bon, il y avait peut-être un petit peu d'intermédiaire là au milieu, un petit peu d'intermédiation, mais néanmoins ça fonctionnait, et ça s'appuyait complètement sur les pratiques et sur les coutumes locales. Et il y avait, a priori, en tout cas l'expert qu'on a pris, qui était local, on n'a pas envoyé quelqu'un de France, on a pris quelqu'un dans le pays, localement, qui connaissait bien tout cela, nous a dit que ce système-là était tout à fait envisageable. Il y avait peut-être juste à regarder un petit peu que la quote-part qui revenait au chef de village ne soit pas trop exorbitante, mais sinon dans l'ensemble, effectivement, c'était un exemple qui avait été bien fait. C'est pas toujours le cas, donc si c'est pas le cas, il faut voir comment l'entreprise va pouvoir négocier pour que les gens ne soient pas lésés. D'accord. On comprend bien que c'est un dossier important et difficile.